Bonjour à tous, merci d'être venus ce matin, d'avoir bravé la pluie et le froid de ce dimanche d'octobre pour tester avec nous cette expérience inédite au Monde Festival, une expérience de méditation collective en musique. Alors pour en parler, pour vivre ça ensemble, nous sommes avec Anna Gauquel, précoce et talentueuse violoniste, passionnée par la musique de chambre, qui est aussi soliste dans différentes formations comme l'Orchestre symphonique et lyrique de Paris. Vous avez aussi créé le trio Karénine, c'est bien ça. Et votre album, double album sorti l'année dernière, CI Solo, sera disponible à la sortie, je le dis tout de suite, juste à l'extérieur. On pourra prolonger la discussion également pour ceux qui le souhaitent. Fabrice Midal, vous êtes philosophe, fondateur de l'école occidentale de méditation. Votre approche de la méditation laïque aborde comment se libérer de la pression sociale, comment mieux vivre et résister à toutes ces injonctions que nous avons au quotidien, parfois difficiles et écrasantes. Vos nombreux ouvrages au titre évocateurs comme Foutez-vous la paix et commencez à vivre, ou Traité de morale pour triompher des emmerdes, disent assez bien cette approche décomplexée, décomplexante et déculpabilisante de la méditation que vous abordez. La méditation aujourd'hui, elle est partout. Elle est dans les médias, dans les magazines, dans les écoles, parfois même dans les entreprises. Et c'est assez paradoxal parce qu'elle est à la fois très accessible et en même temps parfois mal comprise, parfois mal utilisée, parfois mal interprétée. Et c'est très dommage parce que nous avons tous beaucoup de choses à en tirer. Alors pour commencer, Fabrice, expliquez-nous pourquoi méditation et musique. Peut-être parce que quand vous m'avez contacté pour que la méditation soit présente, tout de suite le réflexe, c'est on va essayer de parler avec des scientifiques pour prouver que la méditation a des effets. Et donc très bien, on prouve que la méditation a des effets, mais je trouvais que ça ne fait pas, ça ne donne pas la possibilité de faire l'expérience de ce que la méditation propose comme changement très radical. Et je trouvais important d'essayer de montrer que la méditation, ce que c'est, de vous faire vivre ce que c'est. Et donc j'ai proposé que vous fassiez l'expérience de la méditation. Et il y a plusieurs mécompréhensions de la méditation aujourd'hui qui me soucient. Une, c'est que la méditation, mais ça c'est de moins en moins le cas, soit identifiée aux religieux. Mais je peux quand même raconter une petite anecdote. Moi, j'ai découvert la méditation il y a une trentaine d'années, et puis par un neuroscientifique extraordinaire qui s'appelait Francisco Varela. Puis après, j'ai étudié avec quelques maîtres tibétains. Et puis régulièrement, il y avait des maîtres qui venaient à Paris, et j'allais les écouter. Et chaque fois, je m'ennuyais beaucoup parce que je trouvais qu'ils répétaient toujours exactement la même chose. Et je me sentais coupable de ne pas trouver ça aussi intéressant. Et un jour, en sortant, j'avais été l'écouter, en sortant, je suis rentré chez moi et j'ai écouté un disque de Schubert et j'ai été bouleversé. J'ai trouvé ça tellement vivant. Et je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Je vais écouter ces maîtres tibétains qui... Après, moi, j'en ai connu des extraordinaires, mais ceux que j'écoutais, qui revenaient, il y avait ce côté tout à fait religieux, on répète toujours la même chose, soyez compatissants, soyez pour la paix, etc. Et puis j'écoutais Schubert, et je sentais que c'était tellement vrai, tellement ample, et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai préféré aller écouter des concerts de musique et de venir à l'opéra ici, que d'aller écouter des maîtres tibétains. Mais ça, c'est pour ma petite histoire sur la musique, mais... L'autre problème qui est beaucoup plus majeur aujourd'hui, c'est que la méditation est devenue très souvent instrumentalisée. On a l'impression qu'il faut méditer pour gérer son stress afin d'être plus performant. Et je trouve ça, comme citoyen, profondément révoltant, l'idée qu'il faudrait gérer son stress comme on gère son compte en banque. Il y a une déshumanisation ici qui me semble extrêmement inquiétante. Et donc, comme citoyen, je pense que
le projet est dangereux parce qu'il met en cause la vérité du lien social et de l'engagement que nous devons avoir dans la cité, et que c'est une instrumentalisation de nous-mêmes et du monde, et que ce dont nous avons besoin, c'est de nous libérer de cette instrumentalisation. Et puis, en tant que méditant, je suis encore plus ennuyé, ou tout autant ennuyé, parce que la méditation, l'expérience que je fais, c'est que ça nous apprend à être vivant et à écouter. J'ai rencontré Anna il y a quelques années et j'ai été très frappé à la fois par son talent et aussi son souci de faire sentir la dimension de présence au cœur de la musique. Et donc je trouvais que de travailler ensemble permettrait d'entendre, de faire l'expérience à la fois de la méditation, mais aussi que la méditation ne consiste pas à rentrer en soi-même, à faire le vide dans sa tête, à essayer d'être plus performant, mais apprendre à écouter. Et c'est ça que je vous invite, qu'on va essayer de faire. On va essayer de faire un petit exercice pour voir est-ce que la méditation nous aide ou pas à mieux entendre. Donc entendre la musique, mais au-delà de la musique, entendre l'autre, entendre les autres, entendre ce qu'on n'entend pas, entendre ce qu'on ne veut pas écouter, à la fois ce et ceux qu'on ne veut pas écouter, les choses qu'on ne veut pas entendre et les aides qu'on ne veut pas entendre. Et donc je pense que la méditation pourrait jouer un rôle majeur dans notre temps si elle nous apprend à réouvrir le champ de l'écoute. Et pour pas que ce soit théorique, on va le vivre. Et donc comment nous allons organiser, j'allais dire orchestrer, mais l'image est peut-être pas tout à fait juste ici. Anna va commencer par jouer un premier morceau et on va absolument rien vous dire. Et puis après, je ferai un petit exercice de méditation et elle va rejouer le même morceau. Et puis on vous demandera si pour vous il y a eu une différence ou pas. Voilà. Et puis après, on verra comment on vous dira après comment on va avancer dans le reste de notre matinée. Pendant qu'Anna s'installe, je précise que les ouvrages de Fabrice seront également disponibles juste dehors, à la sortie de la salle, et on pourra aussi avoir quelques dédicaces pour ceux qui le souhaitent.
Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un petit exercice de méditation. C'est vraiment très, très simple parce que dès que je dis on va faire un petit exercice de méditation, tout le monde se crispe en disant mon Dieu, est-ce que je vais réussir? Donc on va essayer juste plutôt de se foutre la paix et laisser tomber toutes les idées qu'on raconte sur la méditation qui finissent par stresser les gens. Moi je dis souvent la meilleure manière de stresser les gens, c'est de leur dire soyez zen. Parce que du coup, vous demandez comment vous faites et puis vous vous sentez coupable de sentir tout ce que vous sentez. Donc on ne va pas du tout faire ça. Ce que je vous invite juste à faire, c'est peut-être de simplement poser vos 2 pieds sur le sol. C'est peut-être le seul conseil, de sentir vos pieds sur le sol, de sentir que vous prenez contact avec la terre, que vous vous ancrez. Et l'idée simple, c'est ce que je voudrais vous inviter, c'est d'entendre la musique avec tout votre corps. Et qu'au fond, méditer, c'est revenir à son corps. En France, maintenant, la méditation, on appelle ça parfois pleine conscience, qui était une traduction complètement malheureuse, parce que méditer, c'est pas du tout un exercice de conscience, c'est un exercice d'unité de notre être, du corps, des émotions, de l'esprit. Et donc, on va pas du tout méditer, on va pas du tout écouter de la musique avec notre conscience, mais on va essayer d'écouter la musique avec son corps, avec ses pieds, avec ses jambes, avec son ventre, avec son cœur, avec sa poitrine, avec sa tête, avec l'arrière de la tête. Et pour ça, peut-être vous pouvez juste prendre le temps d'être présent à vous-même. En étant présent à vous-même, vous êtes aussitôt présent à tout ce qui se passe. Vous sentez les personnes autour de vous. Vous sentez ce léger bruit. Dans le silence, vous entendez ma voix. Vous voyez, vous n'avez rien besoin de faire, ce n'est pas un exercice pour quelque chose. C'est juste une mise en disponibilité. Vous rentrez à la maison pour être disponible à ce qui se passe, à ce qui est. Ce qui est parfois un peu déconcertant, c'est que vous n'avez rien à faire, juste être là. Peut-être vous remarquez que vous respirez et vous n'avez rien à faire pour cela, l'air entre, sort, et c'est comme si ça animait notre présence. C'est ça. Ainsi, en vous posant corporellement,
en vous ajustant à votre respiration, que vous n'avez pas à changer, mais juste à vous accorder à elle, à la laisser vous accorder à la vie. Vous vous foutez la paix, vous êtes simplement déjà en train de vous foutre la paix, de vous autoriser fondamentalement à juste être comme vous êtes. Peut-être vous êtes en pleine forme, peut-être vous avez des difficultés et tout ça, vous pouvez le reconnaître. Il y a de la place. Au fond, sans nous en rendre compte, on a souvent l'idée qu'il faudrait être parfait pour que ce soit OK d'être un être humain, ce que nous sommes. Donc il faudrait qu'on écoute parfaitement, il faudrait qu'on... Et l'exercice nous invite à laisser tomber cette idée et à être simplement ce que nous sommes là maintenant. Ce qui me semble aujourd'hui avoir beaucoup de portée, d'être autorisé à être juste ce que nous sommes. Dans quelques instants, Anna va rejouer le même morceau et je vous invite à rester dans cette présence toute simple et d'essayer juste d'entendre la musique, pas seulement avec vos oreilles, mais avec tout votre corps, et de sentir que la musique ne vient pas seulement de l'endroit où se trouve Anna, mais de l'espace tout entier, que l'espace tout entier est musique, et que la musique, elle n'est peut-être pas à écouter séparée de vous, mais elle devient aussi part de vous, dans cette présence.
Et maintenant, on va vous donner la parole. Et la question est toute simple. Est-ce que vous avez senti des différences? Vous avez vécu les choses différemment dans l'écoute entre les deux fois? Il y a des micros dans la salle pour ceux qui veulent. Il suffit juste de lever la main, voilà. Parfait. D'accord, merci. Bonjour. Ça m'a semblé beaucoup plus court dans le temps, mais vraiment sans doute moitié plus court. J'étais surprise que ce soit fini si tôt. Voilà. Pourtant, je ne me suis pas ennuyée la première fois, je trouvais ça superbe. Donc voilà, je me demandais s'il y a eu... J'étais tombée dans un trou temporel. Quelqu'un d'autre? Enfin, je peux déjà répondre à votre question pendant que le micro circule. C'est très vrai. Un jour, j'ai participé à une émission à France Inter, Les Petits Bateaux. Vous savez, c'est des enfants qui posent des questions. Et il y a un enfant qui m'a posé la question: pourquoi, quand je vais à l'école, le temps passe très lentement et quand je joue, il passe très vite? Et je me dis, il avait il n'avait pas lu Bergson, mais il avait déjà très bien compris le temps. Et le temps véritable, c'est pas le temps des horloges, c'est le temps de l'expérience. Et c'est sûr que peut-être par la méditation, le temps est encore plus habité et donc on le mesure moins. Et je pense que c'est ça qui se passe. On s'oublie au fond. On pourrait dire la conscience passe à l'arrière-plan et donc le rapport au temps. Vous avez très bien dit, vous avez comme entré dans un trou, le temps a cessé d'exister. C'est même pas qu'il est passé plus court, c'est qu'au fond le temps disparaît. Il y a une dimension de présence qui est plus ample que celle qu'on mesure par le temps. Et ça, je crois que c'est très important. Qui a le micro? Oui. J'ai un micro. Ouais. J'ai un micro ou... L'écoute dans le deuxième temps, en ce qui me concerne, était beaucoup plus pleine, beaucoup plus forte. Comme vous l'avez dit, d'ailleurs, ce n'était pas simplement les oreilles, c'était beaucoup plus ample. Mais n'est-ce pas une injonction de dire « soyez présent » ? Parce que la présence, ça ne se décrète pas. C'est aussi une injonction que de dire « soyez simplement présent ». Voilà. Et puis je voulais dire autre chose. Oui. Je voulais dire autre chose, c'est que la question que je me pose, c'est que pour que ce ne soit pas une injonction, effectivement, vous dites c'est le corps, c'est pas simplement la tête, on est dans une totalité, et de ce fait même, on habite l'espace différemment, parce qu'intérieurement, on s'est construit aussi un autre espace, mais c'est pas du tout immédiat. Quand vous dites soyez présent, quand vous dites mettez vos pieds par terre et puis voilà, ça suffit pas du tout à être présent. Ne faut-il pas aussi faire un certain nombre d'exercices? Moi, quand je vous vois assis, monsieur, je vous vois assis debout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas simplement assis et que vous avez fait tout un travail pour donner l'impression d'être debout quand vous êtes assis. Je pense que quand vous avez dit que votre expérience était plus entière, au fond, c'est ça qui importe. C'est que, au fond, j'ai dit des choses assez banales. On n'écoute pas qu'avec ses oreilles, on écoute avec son corps des choses assez simples. Ça suffit à aider à rentrer dans une autre écoute de la musique. C'est ça que je trouve intéressant et qui a beaucoup de conséquences, parce qu'on pense souvent que la seule médiation qu'on peut emmener devant une expérience entre guillemets culturelle, c'est des explications. Donc en général, pour aider les gens à entendre Bach, on va leur dire qui était Bach, quand il a écrit, et on pense peu que juste donner quelques indications de comment on écoute peut changer beaucoup les choses. Il m'arrivait de faire des exercices dans les musées, pas forcément avec la musique, mais juste d'aider les gens à voir par où on regarde, comment on écoute, suffit à changer. Et je trouve ça assez extraordinaire. Et je trouve que si on apprenait aux gens à écouter la musique en leur montrant comment on entend, comment on voit une œuvre d'art,
je trouve qu'on y gagnerait beaucoup. Et donc, il s'agirait de ne pas tout le temps passer par l'idée qu'il faut donner des informations, mais aider les gens à entrer en présence. Quand les gens vont dans un musée, voir une exposition, s'ils n'ont pas des connaissances sur l'œuvre, ils ont l'impression de ne pas pouvoir voir l'œuvre, donc ils mettent un casque sur la tête, on leur donne des informations. Mais qu'est-ce que ce serait si on les aidait à juste entrer en présence devant une œuvre ? L'injonction ne me gêne pas, ça ne me gêne pas les injonctions. Ce qui me gêne, c'est les injonctions contradictoires qui nous rendent fous. Et on vit aujourd'hui dans des injonctions contradictoires, soit de plus en plus efficaces, donc on ne l'est jamais assez, et puis soit performant, et en même temps soit toi-même. Et donc on est pris par des injonctions dont on ne peut jamais... Une injonction comme maintenant on va se lever, c'est la fin, ne me gêne pas, je peux le faire, je peux me lever et c'est la fin de la présentation, ou une injonction, et si tu buvais un peu d'eau maintenant. Mais l'injonction qui nous rend fous, c'est il faut toujours faire plus, ça ne va jamais. Et donc c'est ça qui fait qu'on est écrasé par une forme de pression. Donc l'injonction n'est pas forcément gênante, ça dépend quel est son sens et ce qu'elle induit. Et donc c'est ça que je pense. Et le fait que vous-même, simplement en donnant ces quelques indications, ça a suffi à vous faire entendre autrement, montre que ça suffit, qu'au fond la présence c'est très simple. Mais vous avez raison, on peut toujours cultiver davantage à être présent. On n'en a jamais fini de faire l'épreuve de la manière dont la présence change tout. Ça c'est vrai. Et dans tous les métiers, dans toutes les situations de la vie. Un enseignant qui est présent, c'est pas pareil qu'un enseignant qui n'est pas présent. Un médecin qui est présent, c'est pas la même chose qu'un médecin qui n'est pas présent. Donc la qualité de présence a un impact considérable et au fond, on n'en a jamais fini d'apprendre à se confier à la manière dont la présence transforme tout. Oui. Je prends le micro cette fois. Vous êtes où ? Je suis là. Parfait. Voilà. Oui, la présence, ça me fait penser aussi à René Char, la commune présence. C'est vrai, c'est la vie, c'est juste être présent au monde. Et pour revenir sur la première intervention, effectivement, ça m'a fait ça aussi. Et je me suis demandé, toujours avec ma conscience, si finalement, c'était pas juste parce que je l'avais déjà entendu, que ça me paraissait plus court. Mais en fait, non, parce que c'est un peu sur l'enfance, quand on fait un trajet, quand on est enfant, qu'on fait un trajet, ça nous semble long, quand est-ce qu'on arrive. Et puis quand on revient à la fin des vacances, on est dans un autre état d'esprit, on est détendu, on était en vacances et on se dit, tiens, finalement, c'était pas si long. Bon, maintenant, il y a des embouteillages pour revenir sur Paris, c'est un peu différent. Mais, et du coup, je pense qu'effectivement, il y a ce temps qu'on oublie. Et puis aussi, moi, pour revenir à la question initiale, qu'est-ce que ça vous a fait ? Dans la deuxième partie, qui est plus joyeuse, il y a deux parties, une partie mélancolique, une partie plus joyeuse, dansante. À la fin, j'avais ma respiration qui se mettait vraiment dans ces tris, ou dans ces, je ne sais pas comment les appeler. Et du coup, on sentait mieux la musique, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est une fantaisie Téléman, ou je ne sais pas, vous pouvez dire ce que c'est, tiens, par hasard. C'était la sarabande et la gigue, donc la gigue étant la partie dont vous parlez à l'instant, de la deuxième partita de Jean-Sébastien Bach. De Bach, ok, d'accord. Merci. Ouais, donc voilà, respiration, et puis peut-être ce trou temporel qui est réel, ouais. Merci beaucoup, je crois que c'est juste, par la respiration, d'un seul coup, on est plus un avec la musique, on est moins en train de l'écouter. Il peut se passer ce phénomène qu'on sent... D'abord, un grand merci à Anna Gokkel. Elle a généré la même émotion que quand j'avais découvert le jeu de Hilariane dans la Chaconne. Elle était toute jeune et j'étais prise par une émotion extrêmement forte et ça devient liquide. Hein. Donc je voulais vraiment vous remercier pour cette qualité de ressenti parce que c'est directement transmis. J'ai entendu aucune différence entre les deux parties, enfin une différence de qualité entre les deux façons de jouer, avant et après. Je pense que Anna, elle, c'est la représentation même de la personne qui était capable de jouer en pleine conscience
parce que je pense, elle ne change pas son jeu en fonction de ce qui se passe entre eux. Elle a cette faculté, je pense, de rentrer en elle-même et et le son, et de sortir par le son. Je ne sais pas. Par contre, moi, il y a une différence entre les deux écoutes. C'est-à-dire que la première écoute, j'étais vraiment prise entièrement. Et la deuxième écoute, il y a eu ce passage où j'ai pris conscience du petit bruit de fond, des lumières un peu... Et ça m'a détourné de l'émotion. J'avais plus la même qualité d'émotion, étant complètement présente à tout ce qu'il y avait autour. J'ai voulu faire cette expérience-là, chose que je fais rarement quand j'écoute vraiment de la musique. Et une troisième chose, c'est par rapport au temps qui s'écoule. Moi, entre les deux versions, enfin entre les deux versions, j'ai pas senti du tout de différence de temps, mais parce que je connais déjà l'œuvre. Enfin, je pense que c'est ça. Et ça me fait penser qu'effectivement, quand on est préoccupé par le fait de trouver son chemin, on peut pas être soi-même tout à fait. Je vais beaucoup, moi, chez les gens, donc je découvre souvent des trajets, et à chaque fois, ça me paraît très long, et la deuxième fois, ça me paraît très court. Mais ça me fait ça systématiquement parce que je suis obligée de faire attention à tout, et en fait, ça... Bon, c'est juste des réflexions qui me sont venues par rapport au temps. Voilà. Peut-être on va te donner la parole, et toi, tu vas nous dire si jamais tu joues toujours de la même manière selon le public, et est-ce que tu as joué de la même manière dans les deux fois? Bonjour. Alors, ça m'a beaucoup amusé. Merci pour vos mots qui me touchent beaucoup. Néanmoins, ce que vous dites, le postulat que vous faites, comme quoi, pour donner le meilleur, il faudrait que je sois complètement dans mon monde et en fait hermétique, en tout cas dans mon monde intérieur, et ne pas interagir avec ce qui se passe dans la salle d'une certaine manière. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai compris de ce que vous avez dit. Et pour moi, c'est une bonne opportunité de rebondir et aussi de partager avec vous à quel point, même si je produis du son et que dans l'idée vous en produisez pas, et on pourrait croire qu'il y a donc que je suis acteur et que vous êtes plutôt passif, il y a un vrai dialogue en fait entre la manière dont vous êtes là, et vous envoyez plein d'informations, même en silence, et la manière dont je suis là et dont je peux partager les choses avec vous. Par exemple, pour prendre un point très réel et concret, il y a l'idée du son. Donc, par exemple, parce que je trouve que, et c'est ce que j'ai redécouvert en rencontrant Fabrice, le fait de jouer du violon, c'est déjà une manière d'être méditante en soi, ce qui ne m'empêche pas de méditer sans violon, mais parce que justement, on est obligé d'être dans cette écoute de ce qui nous entoure, et si j'essayais de jouer de la même manière dans n'importe quelle salle, ce serait un désastre absolu, parce que il faut produire du son, le son voyage, il voyage différemment suivant la salle, il voyage différemment suivant le nombre de personnes qui sont là, et ça va induire un rapport au temps différent. Si l'acoustique est très sèche, je vais peut-être prendre moins de temps entre les notes que si l'acoustique prolonge le son. C'est tout simple. Et en fait, la manière dont vous, public, êtes là, ça participe aussi d'une certaine manière à l'acoustique. Ça paraît peut-être un peu étrange, mais suivant les fois, on peut ressentir très très fortement sur scène que le public, par exemple, fait une forme d'écran, se protège un peu. Et donc là, il faut notre rôle, c'est d'ouvrir les portes, mais il y a un obstacle un petit peu à ouvrir. Et il y a d'autres fois où il y a quelque chose qui est très ouvert en face,
Et il y a une écoute du silence qui est différente aussi, et donc qui me donne la liberté de profiter de ce silence et de ne pas avoir peur. Si vous avez peur du silence, c'est plus dur pour moi de l'habiter pleinement. Et donc, je peux... Bon, déjà, on n'est pas un robot, donc on ne joue pas 2 fois pareil, mais ce que vous envoyez en étant assis, la manière dont vous écoutez, a forcément, que je le veuille ou non, une très grande influence sur la manière dont je vais pouvoir vivre et transmettre la musique. Et aujourd'hui, est-ce que tu as senti une différence entre les 2 fois? Oui, alors il y a juste, par souci d'honnêteté, je voulais vous préciser sur la question du temps. J'ai eu un peu un trou, je suis pas sûre, j'ai peut-être raccourci, j'ai peut-être une... Il y a peut-être une reprise que j'ai... Une des 3 reprises que j'ai oubliées, donc voilà. Mais c'est pas... mais je pense que ça n'explique pas toute la différence de perception du temps, parce que c'est une expérience qu'on a déjà fait plusieurs fois et c'est une remarque qui revient en fait à chaque fois. Donc c'est assez surprenant. C'était quoi la question? Si toi, tu as senti une différence entre les 2. Ah oui, bah, déjà j'ai senti une différence parce que j'étais absorbée différemment. J'étais pas sûre d'avoir fait la reprise. Mais oui, au-delà de ça, je trouvais que la salle était plus unie et qu'il y avait quelque chose qui était plus accueillant et que j'avais voilà, ce dont je parlais tout à l'heure, de la résistance, que c'était plus facile de parler à cœur ouvert, qu'il y avait moins de lutte entre ici et qu'on était plus tous ensemble et que du coup j'avais plus d'espace émotionnel, on va dire. Et qu'il y avait aussi moins cette peur que ce soit trop long. Parce que ça, on ressent très bien aussi quand on est ici et qu'on sent que les gens commencent à se dire oh, ça va être encore long. Et ça, le fait de répéter, bien sûr, ça change parce que vous savez déjà, vous avez déjà fait le trajet, comme vous le disiez, madame. Mais c'est pas que ça. Je pense que c'est aussi une manière d'être qui est différente et du coup, on est moins dans le contrôle du temps et que j'ai aussi ressenti. Voilà. Et c'est sûr, au début, on est un peu surpris, mais en même temps, ça s'explique très bien. Comme je disais tout à l'heure, si vous allez voir un médecin et qui est présent, votre manière d'être va être complètement différente. Quand on rentre dans une pièce et qu'on sent quelqu'un qui est très en colère, ça a un impact sur nous. Donc la qualité de présence qu'on déploie dans la méditation a un impact extrêmement profond autour de nous et sur le monde autour de nous. Et donc c'est normal que la qualité de présence influe sur la manière dont le musicien, qui est extraordinairement sensible, joue. Mais c'est vraiment intéressant de voir que dans la musique, comme dans la vie, il ne s'agit pas d'entrer dans sa bulle pour faire les choses, mais il s'agit d'une certaine forme de disponibilité. On va passer on va vous faire écouter, entendre un autre morceau de musique. Et d'abord, on va faire un peu pareil, vous allez l'entendre, et puis après, on vous dira ce que c'est, on vous en dira un peu plus. On va juste, maintenant, vous êtes tous des méditants aguerris, on va juste méditer juste quelques secondes pour nous remettre ensemble. Et maintenant, vous êtes vraiment familier, il s'agit juste de s'asseoir, de revenir juste au fait qu'on s'assoit, qu'on n'a rien à faire, qu'on n'a pas à comprendre. On essaie juste d'être disponible pour se laisser toucher, pour se laisser toucher.
Et les seules indications qui peuvent nous aider, c'est, voilà, on s'assoit pour de bon. On laisse un peu le poids de son corps s'appuyer sur sa chaise. On laisse son cœur ressentir. Et puis il y a le silence et, comme a dit Anna, on peut avoir moins peur du silence. On sent qu'il peut être un ami, qu'on peut se confier à lui, qu'on peut se ressourcer dans le silence.
Là, vous avez entendu le deuxième Nipplay de Philip Glass. Anna m'a dit il y a une dizaine de jours qu'elle pensait jouer Philip Glass. On a fait beaucoup ce type d'expérience en plein de lieux différents,
dans des entreprises, dans des lieux un peu différents. Alors quand elle m'a dit qu'elle avait pensé à jouer Philippe Glass, j'étais très très content, parce que j'ai une grande passion pour ce morceau qui est tiré de Einstein on the Beach, qui est une œuvre qui m'a beaucoup marqué. Philippe Glass parle dans sa musique, quand il était jeune, il parle de son souci de propulsion dynamique et aplomb. Et on voit bien que c'est une musique qui vient de la grande révolution moderne qui va libérer le rapport à la forme et au sens. Et il y a un point vraiment qui me semble très lié à l'expérience méditative. Je pense que la méditation, en réalité, de manière peut-être en profondeur, ne peut s'acclimater à l'Occident que grâce à la modernité, parce que le grand souci des grands artistes modernes à partir de Cézanne est de faire confiance à la simplicité, à la matérialité du son, de la couleur, de l'espace, du silence. Et peut-être de mettre un peu plus à l'arrière-plan le sens, le récit. Laisser la variation, la forme, l'espace être émotion. Que l'émotion puisse venir juste d'une certaine forme méditative. Alors il se trouve que Philippe Glass a été très marqué par la dimension méditative, qu'il a découverte très tôt, qui l'a intéressé très tôt, à la fois par la méditation, à travers certains maîtres tibétains, à la fois à travers le yoga, sa rencontre avec l'Inde. Et vous voyez, c'est très... On ne joue pas du tout de la même manière Philippe Glass que Bach. Dans Bach, il y a une intention, il y a une architecture à comprendre. Dans Philippe Glass, il s'agit plus d'une certaine forme de retrait. Le retrait n'est pas tout à fait au même endroit. Et c'est très saisissant que cette musique nous invite à sortir, disons, d'un rapport habituel subjectif à l'émotion, mais non pas pour qu'on devienne des robots, mais pour que l'émotion soit plus nue, soit plus simple, vienne vraiment plus de ce rapport à l'espace, à la présence, et comme si on se confiait davantage aux simples notes. Donc ça, c'est le premier point de ce que je voulais essayer de montrer. Évidemment, Philippe Glass a été marqué donc par la grande modernité et puis par le choc qu'a été la révolution de l'arrivée de Pollock aux États-Unis, qui a tout changé. Pollock a complètement fait ça, cette entrée s'abandonner dans l'énergie de la situation, faire confiance dans la couleur, dans la matière, sans intention, sans projet, d'entrer complètement, se mettre complètement à nu dedans, même si Philippe Glass appartient et 10 ans l'aîné de la génération d'après Pollock des minimalistes, puisque lui, c'est un collègue de Richard Serra. Ils ont été très proches avec Richard Serra. Si vous connaissez un peu, voilà, ça vous place la chose. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, je voulais essayer de citer un petit passage de Philippe Glass lui-même. J'ai commencé à remplacer le récit musical par un processus fondé sur la répétition et le changement. Le langage était ainsi plus facile à comprendre, car l'auditeur avait le temps de s'en imprégner sans se rendre compte qu'il changeait très vite. C'est un moyen de lui faire prêter attention à la musique plutôt qu'à l'histoire que raconte la musique. Tout cela suppose une psychologie de l'écoute. Un des malentendus les plus courants à propos de ma musique était de croire qu'elle ne faisait que se répéter. Or, ce n'était jamais le cas, sans quoi elle aurait été inaudible.
Ce qui la rendait audible, c'est précisément les changements. Un jour, j'ai entendu un compositeur parler de ma musique. Il disait, c'est simple, vous prenez un accord de Do majeur et vous le jouez ad libitum. Voilà ce que fait Philip Glass. C'est exactement ce que je ne fais pas. Il se trompait complètement. Pour que la musique soit audible, je jouais sur des modifications 1-2, 1-2-3, afin que l'oreille ne soit jamais sûre de ce qu'elle allait entendre. Music in Similar Motion, ou n'importe laquelle de mes premières œuvres, sont intéressantes en ce qu'elles ne se répètent pas. Ne pas le voir, c'est comme aller au théâtre, dormir pendant la pièce et se réveiller pendant les entr'actes. On rate l'essentiel. Il faut entendre ce que fait la musique, et malheureusement, tout le monde n'en est pas capable. Pourquoi entendions-nous quelque chose se produire, là où ceux qui s'écriaient « c'est un disque rayé » en étaient incapables? Parce que nous prêtions attention au changement. La mécanique de la perception et de l'attention nous liait au flux de la musique d'une manière irrésistible et qui rendait tout récit inutile. Je trouve que c'est très éclairant de faire entendre ce texte de Philip Glass. Et on voit bien que donc la méditation, si vous voulez, ce n'est pas une expérience de pleine conscience, je pense que vous avez compris, c'est une expérience de pleine présence, ce qui change absolument tout. On ne passe pas par la conscience, on passe par la présence. Et le fait qu'on est présent fait qu'on est aussi, que la qualité d'attention devient plus fine et qu'on n'a pas besoin d'en passer par le récit et au fond par la conscience. Et pour plein de raisons historiques en Occident, on a fini par croire que si ça ne passe pas par la conscience, il n'y a rien. Mais en fait, il y a plein de choses. Il y a toute une dimension de sens extrêmement profond. Et c'est des fois un peu compliqué. On a l'impression qu'il s'agit d'opposer le corps et l'esprit, mais il s'agit juste, à partir du corps, d'entrer dans la plénitude de l'existence qui est aussi bien sensible, émotionnelle et pensante. Et qu'il faut apprendre à penser corporellement, comme le disait déjà Nietzsche. Donc voilà, quelques éléments qui font, qui j'espère vous aident à découvrir comment cette musique est une musique en elle-même méditative, comme beaucoup de la plupart des grandes musiques de la seconde moitié du XXe siècle. Et nous allons maintenant le réentendre. Et j'espère que ces quelques éléments vont vous aider peut-être à l'entendre un peu différemment. Surtout si c'est la première fois que vous entendez ce morceau qui a pu vous surprendre.
Ben voilà, nous avons... il est l'heure de clore. Merci beaucoup et puisse cette présence vous aider dans votre vie et aider notre monde qui a bien besoin de présence. Merci beaucoup. Merci à tous. Et pour ceux qui le souhaitent, on peut se retrouver juste à l'entrée de l'amphithéâtre où il y aura le disque, le double CD d'Anna et les ouvrages de Fabrice, et pour éventuellement échanger encore sur cette expérience. À tout de suite.